Aujourd'hui, nous parlons de la dette publique. On a eu une première séance avec le professeur Robert Nanchouan, qu'on a reçu depuis Bamako, et on a parlé de la perspective de la société civile. Et aujourd'hui, on continue cette conversation avec ce qu'on appelle les techniciens, les ingénieurs, économistes de la question. Et on en a un qui est accepté euh, valablement, avec beaucoup de courage, ce qui n'est pas facile. Je suis Nelson Essiane. On a enlevé les autres prénoms. Je suis D'accord. économiste. Je suis actuellement doctorant. Hmm, Je suis chercheur affilié au laboratoire d'analyse et de recherche en informatique. Et hmm, également chercheur affilié à l'IRADAC, qui est l'initiative de recherche et d'analyse pour le développement durable en Afrique centrale. Je travaille à la Banque centrale. Je mhm. m'appelle William Thieke, je suis banquier de formation et de profession. Euh, je, je travaille dans un département hypothécaire. Là, j'ai fait D'accord. un peu tout. J'ai travaillé au front office. Au départ, mes premiers boulots, c'était au front office, notamment à la Société Générale à Paris. Après ça, j'ai été conseiller financier à BNP Paribas à Paris. Après, auditeur bancaire. Donc, on auditait principalement les institutions financières, les compagnies d'assurance. Et ici, quand je suis arrivé ici au Canada, j'ai travaillé à la Banque nationale, la division des prêts aux entreprises. Moi, ça, c'est pas trop la forme, j'avoue. Peut-être ça s'entend au niveau de ma voix. Un état grippal, on espère passager. Mais bon, globalement, je pense que ça va aller. Donc, ne soyez Mhm. pas surpris si de temps en temps je racle la gorge ou ce genre de choses. Oui, justement, on va un peu plus se concentrer sur le service de la dette, c'est l'équivalent pour un individu de ses mensualités de prêt lorsqu'il emprunte à la banque. Oh, Ce qu'il ok. paye au titre de sa dette L'échelonnement de à la dette, quoi. chaque, voilà, à chaque, euh, à chaque instant. Ok. Qu'est-ce que je dois payer ce mois-ci? Qu'est-ce que je dois payer cette année? Qu'est-ce que l'État doit payer cette année au titre du remboursement de la dette, soit des intérêts ou du principal? Donc en gros, c'est quoi? Si je te prêtais 100 milliards à 1%, il y a 1% là, il y aura 1 milliard donc d'intérêt, donc 1% de ce milliard. Tu auras 1 Ouais. milliard d'intérêt à payer et tu auras et le reste, dans les 100 milliards, on appelle le principal. Ça dépend de chaque contrat. Ça dépend de chaque contrat. Il y a des contrats où tu vas rembourser par mois. Il y a des contrats où tu rembourses au bout d'une année. Il y a même des contrats où tu rembourses en différé. Donc, je te prête de l'argent aujourd'hui, mais tu commences à me rembourser mensuellement à partir de l'année prochaine ou dans 2 ans. Hmm. Tu vois. Ouais. Ouais. Donc, ça dépend de chaque contrat de dette qui est signé. Là, c'est vraiment D'accord. entrer dans l'aspect technique. Mais en général, quand tu regardes les statistiques de la dette au niveau de la Caisse autonome d'amortissement, par exemple, qui est un peu l'organisme public qui est en charge de la supervision de tout ce qui est dette publique,
Oui, Les données sont mensuelles, ce qui traduit ok. bien que la dette est payée par mois. Par Donc, mois, ouais. c'est un peu ça. Rien de figé, hein. Euh, tu as au moins, à ma connaissance, une bonne dizaine de méthodes d'évaluation de la soutenabilité de la dette. Et tout cela D'accord. ont leurs avantages, leurs inconvénients. Il y a des gens qui préfèrent certaines approches, d'autres qui en préfèrent d'autres. Le FMI a sa façon de voir les choses. La Banque mondiale ou d'autres institutions ont leur façon de voir. Il y a même ça dépend vraiment de plein d'approches qui se valent. En général, en économie, on ne va pas se reposer sur un seul modèle, on ne va pas se reposer sur une seule approche des choses. On va essayer de comparer très souvent. On va essayer de voir si les différentes métriques à notre disposition et notre jugement d'expert, parce que l'analyse que William a faite tout à l'heure, par exemple, il n'a pas utilisé de métriques. Il a juste essayé de voir avec son jugement d'expert, avec son œil d'analyste, quand il regarde la façon dont c'est géré, les dépenses qui sont réalisées et tout, il se dit c'est pas bon. Mais la grande raison pour laquelle il n'y a pas unanimité en matière d'évaluation de la soutenabilité vient du fait qu'il y a des éléments de prévision à l'intérieur. Tu as bien suivi ce que j'ai dit, que compte tenu de la façon dont tu te comportes aujourd'hui et de la trajectoire future des dépenses et de tes recettes, Oui. tu ne seras pas viable, tu ne seras pas soutenable. Tu vois qu'il y a cette dimension prévision-là. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Imagine, tu as fait une analyse de la soutenabilité en 2019. Bon, ce sera soutenable à l'horizon 2030. 2020, Covid arrive. Tu avais prévu ça? Non. Et on ne sait pas. Peut-être qu'en 2022, on aura les cours du baril de pétrole qui vont monter à $100. Et du coup, nos recettes budgétaires vont flamber aussi, vont exploser, de sorte que le ratio service de la dette sur recette tombe peut-être à 5%. On va te dire, bon, jamais. Donc, il y a cette dimension future là qui est assez incertaine, qui fait qu'il y aura toujours débat. Je n'ai pas fait l'exercice moi-même, mais quand on regarde ces métriques de base, parce que vraiment c'est des métriques de base, il y a plein d'autres aspects encore à prendre en compte, mais quand tu regardes ces métriques de base, malgré le fait que le ratio dette sur PIB augmentait beaucoup au cours de la décennie 2010, on était plutôt fondé à se dire, ouais, quand tu regardes les chiffres, ça peut aller. Pourquoi? Le taux d'intérêt sur la dette, aujourd'hui, le taux d'intérêt nominal, donc sans qu'on enlève l'inflation, moyen, il est de 2,7% d'après les chiffres de la CAA. D'accord. Un taux d'intérêt de 2,7%, tu enlèves l'inflation qui est autour de 2,5%, tu vois que tu as un taux d'intérêt réel de 0,5 ou 0, par là. Tu vois? Et le taux de croissance de l'économie camerounaise, pendant longtemps, était autour de 3%, 2%, 3%. Donc, sur cette base, là où tu avais des gens qui te disaient, sur cette base-là, ça va. Mais on ne s'arrête pas là, on ne s'arrête jamais là. Pour preuve, la crise Covid. La crise Covid est arrivée, le taux de croissance en 2020, il est négatif, je crois, -3, un truc comme ça. -3, -3,3, quelque chose comme ça. Donc tu vois qu'en un an, donc, pour peu qu'il y ait eu que l'économie mondiale éternue, là, on se retrouve dans les problèmes. Sachant que, par la même occasion, non seulement le taux d'intérêt a baissé, mais il y a eu un supplément d'endettement pour financer les dépenses Covid, parce que les recettes budgétaires ont baissé. Les recettes budgétaires aussi ont naturellement. Baissé. Donc tu vois qu'à partir de là, on est un peu dans une situation où on peut avoir des risques de problèmes de soutenabilité de la dette dans le futur. D'ailleurs, ça c'est pas moi qui le dis, c'est la CAA. La CAA me dit qu'il y a des problèmes potentiels de surendettement, donc c'est
une façon gentille de dire que il se peut qu'on ait des problèmes de solvabilité dans le futur, à l'horizon 2025, je crois. 2024-2025. Ils le disent, c'est l'État. Donc, moi, ça m'arrange, à la limite. C'est eux-mêmes qui le disent. Que à l'horizon 2025, ça peut être chaud. À cause de tout ce que je viens de dire. La crise Covid, c'est pas comme si elle va s'évaporer du jour au lendemain. Et on n'a pas des performances de croissance très élevées. Donc, ils le disent, attention, tel qu'on regarde là, sur un horizon de 3, 4, 5 ans, on peut arriver à une situation où on a des problèmes de solvabilité. Donc, en d'autres termes, ça veut dire qu'à l'horizon de 5 ans, à peu près, on peut avoir des problèmes de soutenabilité au niveau de la dette. Mais ils disent, ils nuancent après en disant que oui, vu que la croissance va repartir après, blablabla, la dette pourrait redevenir soutenable à l'horizon 2030. C'est aussi le rôle de l'État. C'est à chacun de se faire son hein. avis. Je dis, c'est à chacun de se faire son avis après. Mais globalement, tu as un peu... Comme je t'ai dit, c'est une première métrique pour un profane, pour un néophyte. C'est une première métrique pour essayer d'évaluer la situation. On ne peut pas éternellement s'endetter sans évaluer les programmes pour lesquels on souscrit à la dette ou bien on s'endette. Il faut qu'à un moment donné, qu'on fasse une évaluation de se dire on a emprunté de l'argent pour peut-être faire l'autoroute Douala-Yaoundé, où est-ce qu'on est rendu, quel était le coût initial et en termes de dépenses, où est-ce qu'on est rendu. Sinon, on va biaiser l'analyse et on va vivre dans l'illusion que la dette est bien utilisée alors qu'elle ne l'est pas. Et quand j'ai parlé des programmes d'ajustement structurel tantôt, c'était pour revenir à la question de se dire que est-ce que le traumatisme qu'on a vécu par le passé, on va refaire la même erreur? Vous comprenez? Donc ce serait très dangereux et pas très intelligent de commettre la même erreur une deuxième fois. Parce que quand on s'est déjà trompé, tout au moins on devient un peu plus prudent. On prend la dette et on se dit oui, on veut s'endetter, mais il faut qu'on s'endette intelligemment. Et cette notion d'intelligence manque un peu dans nos politiques publiques. Parce que quand on s'endette pour acheter des ordinateurs PBH, je ne sais quoi, honnêtement, ce n'est pas la dette productive. Ça, c'est de la mauvaise dette. C'est à la limite de la mauvaise gouvernance. Vous comprenez? Donc, quand on s'endette pour payer des salaires aux fonctionnaires, ça pose un vrai problème. Parce que le déficit budgétaire du Cameroun, ça ne vient pas des problèmes des bailleurs de fonds. Ça vient des problèmes d'abord en interne. Donc, on a du mal à maîtriser notre budget interne. Donc, on s'endette à long terme pour dépenser à court terme. Parce que rendu à un moment donné, on ne pourra plus s'endetter. Et c'est pour ça que vous voyez la vitesse d'endettement est à 2 chiffres. D'une année à l'autre, il y a des exercices où le Cameroun fait 10% de croissance en matière de dette. On s'endette à 2 chiffres, mais la croissance économique est parfois 4%, 5% les meilleures années, et négative comme l'année dernière. Parce que les chocs exogènes qui viennent frapper l'économie ne nous attendent pas, ne nous laissent pas le temps de faire de la philosophie ou de se dire non, notre dette est soutenable. Non, les chocs économiques, il y en aura toujours. C'était le cas avec la dévaluation du franc CFA, c'était le cas avec la détérioration des termes de l'échange, avec la baisse du prix du cacao, du café. Ça a été le cas avec la baisse du cours du pétrole. C'est le cas avec la Covid. Et au sortir de la Covid, j'ai même oublié la crise des subprimes. Il y a 10 ans, on était dans la crise des subprimes. Donc, aujourd'hui, on est dans la crise Covid, mais il y aura toujours des chocs exogènes. Il faut refaire une réforme de notre politique d'endettement. Parce que si on ne fait pas une réforme de notre politique d'endettement, on va encore rentrer dans une politique d'austérité ou dans une politique d'augmentation des impôts, ce qui va venir pénaliser le pouvoir d'achat, comme on l'a déjà vu par le passé. Donc,
Pour sortir, il y a un élément très important. Je ne vais pas revenir sur tout ce que Nelson a très bien expliqué. C'était vraiment facile à digérer. Mais il manquait un élément très important. La dette du Cameroun a aussi un problème de devise. Et c'est là venir juste à la fin. Voilà, c'est un vrai, ça c'est le vrai enjeu. Ouais. Parce que j'allais en venir juste à la fin. On peut collecter de l'argent en CFA, on peut augmenter les impôts, on peut même avoir des ressources internes plus importantes, l'État peut avoir même plus. Mais à the end of the day, ce n'est pas en CFA que notre dette est libellée. Voilà. Notre dette est libellée en dollars, en euros et en yens. À 60% est libellé en monnaie étrangère. 60%. Exactement. Donc, vous voyez, donc, pour rembourser la Chine n'acceptera pas le CFA. Ouais. Or, nous, ce qui remplissait nos caisses en termes de devises, c'était les recettes pétrolières. Et avec la chute du cours du pétrole, aujourd'hui, on est en manque criard de devises. On est presque incapable aujourd'hui de pouvoir utiliser notre stock de devises juste pour financer nos exportations. Il a fallu l'intervention du FMI il y a 1 ou 2 ans pour que le Cameroun puisse, ou tout au moins les États d'Afrique centrale, puissent reconstituer un stock de devises pour pouvoir importer de nouveau. Parce qu'on frôlait déjà le seuil de la nullité, on frôlait déjà le seuil d'insolvabilité vis-à-vis de nos partenaires étrangers. Donc, pour rembourser les 10 000 milliards de la dette du Cameroun, il nous faudra 10 000 milliards, ou tout au moins, peut-être parce que notre dette n'est pas toute libellée en devises étrangères. Dans les 10 000 milliards, il y a environ 7 000 qui sont en devises étrangères. Il nous faudra 7 000 milliards en devises étrangères, c'est-à-dire en euros, en yuan et en USD, le dollar américain. Or, nous n'avons pas ces devises-là. Nous n'avons pas la capacité, nous n'avons plus de produits exportables qui nous rapportent des devises pour pouvoir respecter notre engagement. C'est pour cela que tout le temps, vous voyez, on est derrière le FMI pour avoir des USD pour pouvoir satisfaire notre règlement de la dette. Donc, en gros, on s'endette pour rembourser la dette. Et on rentre là dans la spirale de l'endettement. Et c'est la situation où le Cameroun se trouve aujourd'hui. Et moi, je ne suis pas un expert en matière de dette publique, je l'ai dit d'entrée de jeu, mais pour moi, en tant qu'économiste ou bien tout au moins banquier, ça pose un sérieux problème. Il y a matière à questionnement de se dire, est-ce que on va soutenir notre dette avec une telle spirale? Tu as la maturité. Oui. Tu as l'utilisation. Tu as la capacité de l'État à lever des impôts. Et tu as la capacité de l'économie à générer des réserves, à générer des devises. Si tu regardes ces 5 éléments-là, tu peux déjà, même si c'est profane, commencer à pouvoir avoir un jugement raisonné, et cohérent et défendable par rapport à l'évolution de la dette publique. Donc, voilà à peu près. Ma proposition, elle est très simple. C'est le retour à l'équilibre budgétaire. C'est le retour à l'équilibre budgétaire parce que ça impose tout de suite la notion d'imputabilité. Ça impose la notion de responsabilité et ça impose aussi que chacun vive à la hauteur de ses moyens. On ne va pas éternellement continuer à s'endetter et ne pas voir les résultats. Ou tout au moins, l'endettement passé qu'on a déjà bénéficié, il faudrait qu'on en tire profit un jour. Donc, les pays comme l'Allemagne, c'est une référence mondiale en matière de discipline budgétaire.
Mais c'est parti aussi d'un traumatisme du passé, un peu comme ce que nous avons vécu au Cameroun. Et ils se sont dit, non, on ne va pas retomber dans le même piège 2 fois. On va être plus discipliné, on va être plus organisé. Et les gouvernements qui vont venir, les gouvernements notamment, les gouvernements corrompus ou tout au moins les gouvernements incompétents, n'auront plus leur place dans notre pays. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on retourne à l'équilibre budgétaire pour que ceux qui prennent les décisions soient imputables. Ça va nous permettre non seulement de bonifier la gouvernance, mais aussi permettre d'améliorer l'efficacité de notre politique d'endettement. Ouais. Donc, une fois ceci dit, on revient aussi à la notion où nos ambassades doivent devenir, quand je parle des ambassades, je parle des représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Nos ambassades sont restées toujours dans l'esprit de la fonction publique. Mais vous voyez, les représentations diplomatiques étrangères sont des pôles économiques. L'ambassade de France à Yaoundé n'est pas là pour délivrer les visas. L'ambassade de France à Yaoundé est là pour dénicher des opportunités d'investissement pour les entreprises françaises qui vont plus tard rapatrier des capitaux, rapatrier des bénéfices et des devises vers la France. Ce qui permet à la France de s'endetter même au-delà de 200%. La France peut s'endetter aujourd'hui même au-delà de 100% de son PIB. Ouais. Mais nous n'avons pas des ambassades stratèges. Nos ambassades sont restées un peu comme l'administration publique dans notre pays, où on est là, on signe des visas, on travaille du lundi au vendredi, on a son petit salaire à la fin du mois, on délivre quelques visas, that's it, that's all. Non, non. Dans tous les pays du monde, enfin toutes les nations stratèges, l'ambassade est là pour aller chercher les opportunités économiques, pour aller créer de la croissance. Parce que la croissance ne tombera pas du ciel. Aujourd'hui, notre croissance est tirée essentiellement par des ressources naturelles, le pétrole, le gaz, mais ce ne sont pas des ressources éternelles. Viendra un moment où il faudra qu'on vive avec ce qu'on gagne. Mais si aujourd'hui on ne commence pas cette transformation de notre politique diplomatique, ce n'est pas face au mur qu'on va essayer de trouver des solutions. Donc, je prends par exemple, regardez l'ambassade de Chine à Yaoundé. Tous les jours, l'ambassade de Chine est en train de chercher les opportunités. Ils sont les premiers à lire le Cameroun Tribune pour voir est-ce qu'on a découvert une mine de fer à l'extrême nord. Ok, ils commencent à se positionner. Ils envoient l'information au gouvernement central en Chine pour dire au Cameroun, on a découvert telle mine. Telle de nos compagnies peut se positionner dessus. En moins de 2 semaines, ils ont déjà une offre. Ils commencent à jouer de leur influence pour dénicher le contrat pour leur pays. C'est ça un État stratège. C'est comme ça qu'on rembourse la dette. Si on croit que c'est nos ressources internes, on va aller taxer les Bayam Salam de Mokolo pour rembourser la dette du Cameroun. Moi, je dis ça, c'est une utopie. C'est une utopie. On va tomber des nues. De toute façon, même la dame qui va rembourser sa dette, qui va payer ses impôts à Mokolo, combien elle va payer? Puisque rendue à un certain seuil, elle ne pourra plus payer. Et même quand elle paye en CFA, on ne remboursera pas notre dette en CFA. Donc, nos ambassades doivent jouer leur rôle. Le rôle d'aller chercher des opportunités d'affaires, non seulement auprès des compagnies étrangères, mais aussi au sein de la diaspora camerounaise. On parlait tantôt de l'endettement du Cameroun pour financer des ordinateurs, des calculatrices qu'on a distribués aux étudiants. La plupart de ces ordinateurs aujourd'hui sont en désuétude, mais la dette, elle est encore là. Pourtant, on a un Camerounais basé à Seattle, il s'appelle Smith,
qui a une compagnie qui fabrique les ordinateurs. On aurait pu, avec les mêmes 60 milliards, lui demander de bâtir une usine qui allait produire annuellement 50, 60, 70 000 ordinateurs et permettre au Cameroun d'être un exportateur d'ordinateurs portables. Donc, quand je dis que la dette manque d'intelligence, vous voyez tout de suite qu'on manque un peu de réflexion. On manque de réflexion parce que la dette du Cameroun n'est pas une dette économique. La dette du Cameroun est une dette politique. Parce que le politique, il décide, du jour au lendemain, out of nowhere, il décide, on va prendre une ligne de crédit pour financer des ordinateurs. Ok. Quelle analyse économique soutient cela? Il n'y en a pas. Ils sont au pouvoir, ils prennent des décisions, ils ne consultent personne, ils ne consultent même pas leur diaspora, leurs enfants. Parce que la diaspora camerounaise, basée en France, dans tous les pays du monde, peuvent contribuer au développement du Cameroun et sont une source intarissable de devises, une source intarissable pour rembourser la dette publique du Cameroun. Mais regardez le traitement qu'on donne à la diaspora. On les traite d'opposants, aucune facilité pour venir investir au pays. Limite, il est plus facile pour un Camerounais d'aller investir dans un pays de la sous-région que dans son propre pays. Donc, ça manque beaucoup d'intelligence, notre politique. Et un élément aussi très important sur lequel le Cameroun doit jouer pour pouvoir sortir de la spirale d'endettement, c'est à chaque moment, à chaque projet, à chaque initiative d'endettement, qu'on fasse une évaluation post-mortem de cette ligne de crédit. Parce qu'on s'endette, on mélange, on prend des dettes d'investissement, les dettes de fonctionnement. À aucun moment on ne pose la question de savoir, mais est-ce que cette dette a été efficace? Est-ce que ça nous a rendu service? Est-ce que ça a participé à améliorer les conditions de vie de nos populations? Et c'est ainsi qu'on va identifier des points d'obstacle, ce qui n'a pas marché, où est-ce qu'on peut s'ajuster, qu'est-ce qu'on doit corriger, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour améliorer l'utilisation de notre dette. Et enfin, pour sortir, il faut impérativement relancer les entreprises internes du Cameroun pour qu'elles deviennent des vraies entreprises, pour qu'elles deviennent des multinationales, pour aller à l'étranger, capter les capitaux et ramener vers le Cameroun. Autrefois, une des compagnies camerounaises qui captait les devises à l'étranger, c'était la Camer. Je parle de la Camer, pas de la Camerco. Quand les gens achetaient les billets d'avion, ils achetaient avec leur carte de crédit des États-Unis, de Londres, du Canada. Ça ramenait les devises au Cameroun. Mais aujourd'hui, avec Amerco, c'est une entreprise qui vit sur subvention. L'État du Cameroun s'endette chaque année, je peux me tromper du chiffre, mais je pense à hauteur de 10 milliards par an pour subventionner une entreprise qui est en fait censée nous générer plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire nous ramener de la devise, nous ramener de l'argent. Et c'est comme ça dans le portefeuille de la SMI, dans le portefeuille de l'État, 70% des entreprises sont déficitaires. C'est encore l'État qui doit aller sur le marché des capitaux, auprès des bailleurs de fonds, mobiliser de l'argent pour venir subventionner des entreprises qui sont censées produire de la richesse. Et Camtel a un seuil d'endettement aujourd'hui qui est très élevé. Ça ne s'explique pas parce que ses concurrents
MTN et Orange ont un endettement mesuré et réalisent 10 fois plus de profit. Or, à la base, MTN, qui est Mobile Technology Network, a été détaché de Camtel en 2000 et ne représentait pas la même 5% de son chiffre d'affaires. On l'appelait Camtel Mobile. En moins de 20 ans, MTN est devenu leader de la téléphonie au Cameroun. Mais Camtel, lui, qui était le père, est resté un misérable au point de la subvention de l'État. Donc, en fin d'année, quand on adopte le budget à l'Assemblée nationale, on est obligé de mettre une ligne Camtel, soit pour financer la fibre optique, soit pour financer ses projets d'investissement, soit pour financer sa transformation, parce qu'elle a réalisé que le volet mobile est important, et je pense qu'ils se sont déjà même lancés dans un projet pareil. Il y a déjà des puces Camtel pour des téléphones cellulaires, mais ça ne marche pas. Ils ont même embauché quelques escadres de MTN et Orange pour essayer de relancer, mais ça a du mal à décoller. Parce que le problème, c'est encore la gouvernance. Mais est-ce qu'ils sont imputables? Alors, tant qu'il n'y a pas d'imputabilité, il n'y a pas de responsabilité. Camtel, c'est la fonction publique pareil. Là où MTN est dynamique, là où MTN va aller dans des villages faire des campagnes pour distribuer ses cartes, Camtel, c'est toujours comme des fonctionnaires. Quand vous avez un problème avec Camtel, juste pour arranger votre ligne téléphonique, ça prend des semaines pour venir l'arranger. Donc, pour revenir à nos débats, parce que là, on est un peu dans le politique, mais c'est lié. C'est extrêmement lié. J'ai dit tantôt, la dette est économique, mais à la base, sa source est politique, parce que ça relève de la souveraineté d'un État. Et la souveraineté d'un État, c'est de la compétence du politique, ce n'est pas de l'économique. Nelson et moi, on peut analyser, on peut même mettre sur place un dispositif de désendettement du Cameroun. Le politique ne souscrit pas, tant qu'on ne s'implique pas, on va faire toutes les analyses économiques avec même des chiffres documentés, ça ne changera pas. Donc, il faut que des gens soient imputables pour que la situation de l'endettement, de la spirale de l'endettement puisse être inversée, pour que l'endettement devienne un effet de levier. Parce que dans tous les pays normaux, la dette, c'est un élément à effet de levier qui vient booster votre croissance, qui vient booster votre économie, qui vient corriger un problème structurel, qui vient corriger peut-être un pan de votre économie qui a du mal à décoller. Vous vous endettez pour cette raison-là. Mais quand on s'endette pour acheter des ordinateurs aux étudiants, on s'endette pour construire des barrages, on oublie de construire la ligne qui va transporter cette énergie-là vers les zones urbaines. Quand on s'endette pour construire plein de barrages, et on oublie qu'on peut exporter cette énergie vers le Nigeria. Regardez, on a 200 millions de consommateurs à la porte du Cameroun, mais on est incapable d'exporter notre énergie vers ces pays-là. Limite même, on est incapable de satisfaire même la demande locale. Tous les jours, il y a des problèmes. Si je me fie à ce que je vois sur Twitter, il y a des problèmes de fourniture énergétique dans les villes comme Douala, Yaoundé. Alors que le Cameroun a mobilisé plus de 1000 milliards dans le secteur de l'énergie dans les 10 dernières années. Donc, c'est encore une preuve qu'on ne fait pas cette évaluation-là. Et tant qu'on ne fait pas de diagnostic, on va tâtonner, on va spéculer, mais en fait, on va rester dans la spirale jusqu'au jour où on sera face à l'insolvabilité, où la dette ne sera plus soutenable. Et en ce moment-là, on ne pourra plus rien faire. Parce qu'en ce moment-là, tu n'es plus maître de ton destin. C'est les bailleurs de fonds qui te disent, voici le plan de match. Tu n'as plus cette souveraineté-là de dire que je décide que non. On t'impose parce que quand il fallait décider, tu n'as pas pris les bonnes décisions. Donc aujourd'hui, tu te tais, tu écoutes tes créanciers et ils définissent le plan de match pour toi. Ils vont privatiser Camrail comme on l'a fait. On va privatiser Camer. On va privatiser je ne sais quelle compagnie on a encore. Et
le gros perdant dedans, ce ne sera pas nos dirigeants, encore une fois de plus, qui sont responsables de la situation, ce sera le petit peuple. Et c'est pour ce petit peuple-là que j'ai dit, on doit dès aujourd'hui ajuster notre politique d'endettement. Sinon, le risque de défaillance, il est là. Il est devant nous. Parce que les chocs exogènes de notre économie, les chocs exogènes de l'économie mondiale ne nous attendent pas. Ils s'imposent à nous. Merci. Alors, au niveau déjà des critères de convergence multilatérale, ce sont des adeptes de ce que William était en train de dire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans les critères, on préconise l'équilibre budgétaire. Donc, dans ces critères-là, on dit que tu ne dois pas de déficit budgétaire, tu ne dois pas nourrir de budgétaire au niveau, je pense que c'est au niveau du solde primaire, si je ne me trompe pas. Tu ne dois pas avoir de déficit budgétaire. Mais empiriquement, il y a des États qui font des années, il y a eu des années d'excédents, mais c'est des excédents, je dirais, virtuels, parce que vu qu'on paye des services de la dette, etc., quand on considère les dépenses budgétaires et qui servent à acquérir des biens, des dépenses d'investissement ou de consommation, on ne considère pas généralement toutes les dépenses au service de la dette. Mais quand tu ajoutes le service de la dette, là, ça génère parfois du déficit. Alors, par rapport à cette question de l'austérité, alors, au niveau des doctrines économiques, aujourd'hui, il y a débat. Parce que ce qu'est en train de suggérer William, c'est tout ce qui tient de l'ordolibéralisme, en fait. C'est-à-dire que on dépense point. Le problème, c'est qu'avec Covid, par exemple, où lorsque tu as une baisse brutale des recettes publiques, on t'a bien dit, la plupart du temps, l'emprunt, la dette publique est généré par ce déséquilibre entre dépenses et recettes, si tu te souviens bien, au tout début. Oui. Ce déséquilibre-là, il y a des pans de ce déséquilibre qui peuvent arriver, on va dire, soudainement. Avec la crise Covid, on a vu des pays, même comme l'Allemagne, qui était championne de l'ordolibéralisme, avoir des déficits budgétaires. Parce qu'il y avait une baisse des recettes et parce qu'il y avait une économie en détresse. L'économie mondiale était en détresse et la plupart de ces États ont enregistré des déficits budgétaires qui tournaient autour de 9%. Je crois que en Allemagne, on avait 9% du PIB. En Allemagne, on a 7%. C'est resté là les plus faibles, mais c'est quand même important. Au Cameroun, je crois, en Côte d'Ivoire, on était vers moins 4 ou 4% de déficit. Et je me souviens, il n'y a pas longtemps, là, le président Ouattara disait justement que, mais attendez, pourquoi à nous, on veut nous exiger de la rigueur, là où tout le monde est en train de glisser un peu sur les déficits pour soutenir l'économie qui est en détresse. Donc c'est une question philosophique, il y a une profonde dimension philosophique globale dans ce problème. On est d'accord, oui, le déficit en soi, et c'est pour ça que je te parlais d'aspect moral au début, ça reprend un peu ce problème. Philosophiquement, dépenser plus que tu n'as, pour les tenants de et de l'austérité, ils vont te dire non, tu ne peux pas dépenser plus que... Et pour un individu, ça se comprend. Parce qu'à un tôt ou tard, il va falloir que tu rembourses toute ta dette. Et c'est pour ça que je dis qu'il y avait cette nuance avec l'État. Il y avait cette nuance avec l'État dans le sens où l'État a une durée de vie infinie. Et donc, est-ce qu'il ne va jamais arriver des situations où on peut s'endetter pour de bonnes raisons, sachant que cet endettement, en d'autres termes, ça veut dire que
S'endetter, ça revient à la même chose de dire dépenser plus qu'on a de recettes. C'est pratiquement, c'est les faces d'une même pièce. Je t'ai pris le cas du cours d'eau au début. Est-ce que on ne va pas dépenser beaucoup plus aujourd'hui pour préparer nos économies à la transition écologique, par exemple, de sorte que nos enfants viennent trouver que on a fait ce sacrifice. Oui, c'est une forme de sacrifice. On s'est endetté, mais pour de bonnes raisons. Et c'est là où, pour moi, avoir un déficit de 0 ou une dette de 0, c'est pas l'idéal, forcément. Pour moi, c'est pas l'idéal. L'idéal est que, même si on dépense plus qu'on ne gagne, d'ailleurs, même en Europe, je crois qu'ils ont une règle de déficit, je crois de 3% du PIB par an, maximum. C'est bien cette idée. C'est-à-dire que, oui, parce que quand tu attends le déficit, ça veut dire qu'on accepte que le vote augmente. Mais il ne faut pas qu'il augmente, comme il disait là, pour enrichir 2-3 personnes. Il ne faut pas que ces déficits soient là uniquement pour acheter de belles Prado, etc., etc. Il faut véritablement que, si on fait du déficit, même si on dépense plus que ce qu'on a, que ce soit pour booster le potentiel de l'économie. Quand je dis booster, ça rejoint un peu globalement tous les détails en fait que William a évoqué tout à l'heure. Oui. Quand il dit, voilà, il a donné des exemples détaillés. Moi, je synthétise ça en booster le potentiel de l'économie. Voilà. Donc, c'est cet art-là, s'endetter intelligemment pour pouvoir améliorer les performances de nos économies. Parce qu'on parle du Cameroun, mais tu peux bien savoir que de par mes occupations quotidiennes, je m'intéresse un peu plus au Cameroun. Absolument. Donc, voilà. Donc, moi, je regarde un peu globalement ces choses-là. Tu peux faire des cauchemars quand tu regardes la situation de certains pays. Quand tu regardes aussi certains pays voisins, tu pleures. Parce que ça semble tellement insuble, tellement difficile. Mais je pense que c'est possible. C'est possible. Comme il l'a dit, c'est tout à fait possible. Voilà, il faut dissocier les problèmes, il y en a partout. Même dans les organisations, elles ont leurs problèmes, l'État a ses problèmes, les opérateurs économiques ont leurs problèmes. Mais une solution justement à la question de l'endettement, c'est bien sûr l'investissement. Parce que quand vous allez venir créer de la richesse, l'État va collecter des impôts, vous allez créer des emplois. Cela va permettre à l'économie de permettre à l'État de rembourser ses dettes. Donc, si on cesse d'investir aujourd'hui, on tue l'État dont nous sommes censés être des défenseurs. Donc non, il ne faut pas prendre peur. Même dans les pays comme aux États-Unis, la question d'endettement est toujours en perpétuelle discussion. Donc c'est peut-être nouveau pour nous parce que nous sommes des États jeunes, mais même dans les vieilles nations comme l'Angleterre, la France, écoutez les chaînes françaises. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour dire que la question de la dette publique est tout le temps en débat. Parce que certains pensent que non, on est en train d'aller dans la mauvaise direction. D'autres pensent que non, l'avenir est jojo, on peut continuer de s'endetter éternellement. Donc, le Cameroun aussi doit faire son autopsie. Parce que c'est quand on fait l'autopsie qu'on va identifier les problèmes, qu'on doit essayer de s'ajuster, qu'on va corriger nos déficiences et ainsi on va s'améliorer. Parce que, at the end of the day, le plus important, c'est quoi? C'est qu'il y ait la croissance économique, qu'il y ait le développement, que des gens aient de l'emploi. Un mot pour la fin, c'est juste de dire que ça a été un plaisir de participer au débat. Les questions de dette publique sont parfois prises avec beaucoup de passion. C'est normal. Ça touche un peu à frontière. Et quand on touche la souveraineté du Cameroun, je peux dire que ça vient nous chercher dans notre fort intérieur. Donc, mais après la passion, il faut être raisonné et se dire qu'on veut que notre pays devienne un pays prospère,
On ne veut pas voir notre pays dans les journaux, incapable de payer ses dettes. C'est un peu une honte. Ça fait pas beau, ça fait pas joli. Et on ne veut pas que notre pays se retrouve dans ces situations-là. Donc c'est pour ça que je regarde les paramètres de notre endettement. Je n'analyse pas forcément, je regarde en passant. Je lis beaucoup sur la dette du Cameroun parce que c'est mon pays, c'est ma fierté, c'est mon amour. Et quand on aime quelqu'un, on ne veut pas que cette personne-là se fasse du mal ou que cette personne-là devienne insolvable. Mais si dans le futur, il y a d'autres débats sur la dette publique, parce que là, on a survolé beaucoup d'éléments qu'on aurait pu rentrer en profondeur. On peut cibler peut-être des notions précises la prochaine fois qu'on pourra aborder. Ça va mieux enrichir aussi le débat, parce que là, on est allé vraiment théoriquement, on a survolé, on n'est pas rentré dans les concepts vraiment pratico-pratiques. C'est quelque chose que peut-être à l'avenir, on pourrait faire. Mais c'est un plaisir de participer à un tel débat. Merci Annette pour sa douceur, sa facilité d'expliquer des choses simples en des mots vraiment tellement digestes. Ça a été vraiment un plaisir de participer. Merci à toi, Eugène, d'avoir organisé l'émission. Donc, je vous souhaite à tous un bon week-end.